Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la saga de l'été 2021. Nous nous retrouvons sur cette chaîne pour une nouvelle édition de la saga de l'été. Bon, la saga de l'été, qu'est-ce que c'est? Ça n'est autre qu'un format de série où je prends la peine de visionner des œuvres audiovisuelles françaises et je me permets de vous dire quel est mon ressenti par rapport à ces œuvres qui ont été payées en grande partie par les impôts des Français. Car oui, si en tant que Français vous savez avec certitude que vous serez ponctionné de votre labeur lors de votre déclaration d'impôt, je doute que vous soyez assuré de à quoi va servir exactement cet argent. C'est là que j'interviens et que je regarde pour vous les œuvres dont vous êtes indirectement les producteurs principaux. Bon, d'abord et avant tout, assurons-nous d'une chose. Étant donné qu'il me faut prendre des précautions oratoires pour éviter d'être attaqué par je ne sais quel organisme, je tiens à préciser, bien que je sois dans une démarche démonstrative, je n'accuse ni ne rends responsable personne ayant pris part à la production des œuvres nommées d'avoir commis quelconque infraction, délit ou crime. Les éléments que je mets en avant dans ces vidéos ont une visée d'ordre analytique et critique. Ils n'ont absolument pas pour but de calomnier. Les précautions oratoires faites, bon, passons au vif du sujet, mais ça vous devez le connaître, si vous avez vu la saga de l'été 2020, nous allons inaugurer cette édition 2021 avec une capitelle Watu Pater. Je vais me permettre, également de préciser une autre chose, bon... Alors certes, c'est l'été en hiver, mais bon, je fais ce que je veux. Mais il faut que vous soyez bien au courant de la chose. L'alcool, là que je suis en train de consommer, si je me rends par terre minable tout seul, c'est pas grave. Je suis entouré entre quatre murs et ça ira. Donc, c'est à consommer avec modération et surtout pour éviter d'emmerder les autres, bien entendu. Dans notre édition précédente, j'avais décidé de parler des productions audiovisuelles du studio de production Studio 4. Un studio de production qui se spécialisait dans les web-séries. Un studio de production qui aujourd'hui n'existe plus et qui a connu une refonte totale et qui, vous pouvez être sûr, a gardé partiellement ou peut-être même en totalité les personnes y travaillant avant. Ah bah oui, quand on ferme une industrie de pneumatiques, on vire tout le monde et puis basta. Par contre, quand on change de nom de production pour faire des séries à la con, voilà, on met juste un nom différent et puis on change la trésorerie à une autre. Pour passer à une autre chose, et pour compléter ce que j'ai dit plus tôt, il s'agissait certes de donner un peu mon point de vue sur les différentes web-séries en question, mais il s'agissait aussi et surtout de démontrer en quoi ces web-séries, sorte de faire-valoir d'une certaine mouvance, échouaient dans toutes leurs entreprises. Qu'il s'agisse de volonté politique, de dénonciation sociale ou, plus simplement mais aussi tragiquement, de qualité technique et lyrique, la plupart des produits culturels dont nous avons parlé lors de cette série de vidéos échouaient en tout, mais excellaient dans la mesquinerie, l'obscénité et l'avilissant. En entendant toutes ces choses qui certes présentées de la sorte peuvent paraître un peu extrêmes, on s'attendrait à ce que les séries en question soient pires que médiocres, à la limite du vulgaire. Quand bien même certaines étaient vulgaires, il serait injuste de dire qu'elles l'étaient toutes. La plupart du temps, on peut attribuer à ces séries le fait qu'elles soient maladroites ou mauvaises dans leur thème et dans leur traitement à cause de l'amateurisme de leurs créateurs. Amateurs à la fois dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Et quelque part on pourrait se dire, s'en prendre à des gens qui sont amateurs, surtout dans le monde de l'audiovisuel, c'est vraiment s'en prendre au bas de l'échelle, c'est un coup bas. Mais qu'est-ce que tu veux, quand je vois des gens qui profitent d'un système pour ensuite s'en moquer, je sais pas, ça provoque des envies des bouffées de moquerie comme ça et j'ai du mal à le contenir. Dans cette saga de l'été 2020 donc, j'avais fait en sorte de consacrer chaque épisode à un thème particulier et d'y intégrer par groupe les séries qui se ralliaient à ce thème. Chacun des épisodes donc était consacré à un thème, mais dans chacun des épisodes, les séries en question se voyaient être traitées les unes après les autres et étaient toutes différentes.
Et comme on me l'a fait remarquer, cette méthode de traitement manquait d'une certaine forme de synthèse. Le tout était très brut et aurait gagné à être plus concis. Et moi, quand on me donne des conseils, je les écoute, je les prends en compte. Donc je vous l'annonce, pour cette nouvelle édition de la saga de l'été 2021, qui prend lieu exceptionnellement en fin d'année, nous ne traiterons que d'une seule série et chaque épisode portera sur un thème propre à la série. Une série qui n'est pas une web-série, une série française, diffusée à la télévision, faite par des professionnels avec des professionnels, cette série étant... Musique sans droit. Oh, oh, oh. Ici tout commence est une série française diffusée actuellement sur TF1 et ce depuis le 2 novembre 2020. Nous pouvons compter à la création de cette série de nombreuses personnes se munissant de casquettes différentes. Ces personnes étant Colline Assou, Eric Führer, Othman Mahfoud, Christophe Barrault, Sébastien Perrois et Chloé Glachan. La série raconte la rentrée et le parcours scolaire des élèves de l'Institut gastronomique Auguste Armand, institut visiblement très reconnu grâce à Auguste Armand, chef renommé. Nous aurons donc l'occasion de suivre les aventures et les péripéties de Maxime, de Salomé, d'Eliott, de Louis, de Noémie, de Rose, d'Auguste, d'Antoine, de Lisandro, d'Anaïs, d'Hortense, de Jérémy, de Célia, de plein de monde. De plein de monde. De plein de monde. Comme vous l'aurez remarqué, il y a pas mal de monde au casting, en plus avec pas mal de grosses têtes, comme Francis Huster, s'il vous plaît, ou encore Vanessa Demouy, qui est connue pour être l'ex-femme de Philippe Lelouch. Non bon, on taquine, mais faudra vous habituer, Donc, il y a beaucoup de monde au casting, certes, mais il y a aussi beaucoup de monde à la création. Par élan d'honnêteté intellectuelle, j'aurais aimé me lancer dans le visionnage de toutes les productions des différents créateurs, qu'ils soient liés de près ou de loin aux productions en question. Mais je vous avoue que moins que le temps, l'envie m'a fait défaut. Dans un premier temps parce que la plupart de ces créations sont en fait soit des téléfilms, soit des séries qu'on appelle des réalités scénarisées, type Si près de chez vous. Donc au bout d'un moment j'ai dit « Merci, mais non merci ». De plus, il y a des personnes qui, comme Colline Assou, scénariste et créatrice en chef, il faut croire, ont travaillé également sur la série de TF1 Demain nous appartient. Ce qui peut être une bonne chose étant donné que la série Ici tout commence est une série dérivée de Demain nous appartient. Effectivement, certains des personnages principaux de la première série prennent part aux événements de la deuxième. Et dans un deuxième temps, quand bien même j'aurais aimé comprendre les racines profondes de l'histoire, comprendre la véritable psychologie de tous les personnages qui évoluent actuellement dans cette série et qui viennent de la série Demain nous appartient, j'ai dit non. J'ai dit non parce que Demain nous appartient est constitué de 5 saisons. 5 saisons telles que c'est dit là, comme ça, on se dirait c'est pas grand chose. Ouais, c'est 5 saisons de 1035 épisodes. Chacun faisant environ 28 minutes si on compte pas les épisodes qui durent 1 heure, qui sont en prime time comme on dit. Près de 29 000 minutes à regarder. 483 heures, soit 20 jours mis bout à bout d'affilée. J'ai donc dit non au fait de m'infliger une telle torture, et à la peste, j'ai préféré le choléra. Parce que si Ici tout commence est une série dérivée de Demain nous appartient dans la nature et l'esprit, ces séries sont en fait sculptées dans le même moule. On décompte pas moins de 215 épisodes pour la seule saison 1, et la saison 2, qui a débuté sa diffusion le 30 août 2021, en est déjà à son 50e épisode. Un retard qui n'aurait pas pu être plus aggravé par le visionnage de toutes les œuvres de ce créateur. Mais j'ai fait la démarche de savoir quel était le thème commun à toutes ces créations. Et le thème c'est la vie. La vie, oui, la vie de tous les jours. Les petits tracas du quotidien. Les amourettes. La vie de couple. Qui c'est qui sort les poubelles ce soir, les meurtres. Je n'ai pas regardé toutes les créations de toutes les personnes travaillant actuellement sur la série, et je n'ai pas regardé la totalité de la saison 1.
Je n'ai vu que 18 épisodes. Tel que vous me voyez là, avec 18 épisodes, j'ai peut-être l'air d'un homme comblé, mais à l'intérieur, c'est comme si mon cœur, à l'image d'un vitrail en 1940, s'est pris un obus et plein de petits morceaux sont éparpillés sur le sol. En effet, quand bien même j'étais épris de l'envie d'avoir une vision complète de la série, ainsi que de sa portée culturelle, j'avoue qu'au bout de plusieurs épisodes, je n'en pouvais plus. Physiquement et moralement, ces quelques épisodes de série m'ont épuisé. Et quand bien même je m'en suis voulu de ne pas pouvoir faire en sorte que mon discours puisse bénéficier d'une certaine légitimité, j'ai réussi à trouver un compromis dans mon entreprise d'analyse grâce à la construction même de la série. Voyez-vous, la saison 1 de cette série, qui contient donc 215 épisodes, construit sa trame scénaristique de telle façon à ce qu'elle soit composée de différents arcs narratifs. Sur une durée de plusieurs épisodes, regroupés sous forme de blocs, chacun des blocs se verra attribuer un arc narratif pour faire en sorte que ces blocs d'épisodes se centrent autour d'une petite histoire, dans la grande histoire. J'ai visionné les 18 premiers épisodes de la saison 1, équivalent donc au tout premier arc narratif de cette saison. Arc narratif se nommant Le Corbeau. J'espère que vous êtes prêts, parce que là, ça va devenir vrai dans 3, 2, 1. Nous sommes en 2020 dans la région Occitanie et c'est la rentrée d'école à l'Institut Auguste Armand, institut gastronomique de renommée mondiale fondé par Auguste Armand. On entre directement dans l'histoire alors que nous suivons les pas de Maxime, jeune homme qui va devoir passer les épreuves d'entrée à l'Institut. Nous entrons directement dans l'histoire car à peine Maxime arrive auprès des personnages en charge des admissions, on sent qu'il y a une tension entre Maxime et la demoiselle. Salut. Ton nom, s'il te plaît. Que? Maxime Delcourt. Voici un déroulé du concours et un plan de l'institut. Attends, tu te fous de moi là? Faudra être à l'amphithéâtre à 10h. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Tu te barres de 7 là sans prévenir et là tu m'ignores? S'il te plaît, là, c'est pas le moment. On est balancé dans l'histoire in medias res, comme on dit dans le jargon de l'analyse littéraire. On arrive tout de go, on ne sait absolument pas qu'est-ce qui se passe, ça nous sera peut-être expliqué plus tard, et parfois c'est peut-être très utile, parce que si on a envie de faire en sorte que le spectateur entre directement dans l'intrigue, sans avoir à lui expliquer bah là j'avoue qu'en fait que je me sens un petit peu perdu. Peut-être qu'une petite explication de rien du tout, ça aurait été suffisant. Et ce sentiment d'être complètement largué est d'autant plus renforcé que dès le début de l'épisode 2, dans la section précédemment, on te montre des images qu'on n'a pas vues dans l'épisode 1. Précédemment. Je me présente, Auguste Armand, j'ai créé cet institut il y a 30 ans, vous êtes une centaine, il n'y a que 25 places. C'est Maxime que tu pensais là? Je suis bien avec lui, mais j'ai craqué. Salut. Maxime passe le concours. Il dit précédemment, mais les images qu'on voit dans ce précédemment, on ne les voit pas dans l'épisode 1. Donc du coup, les choses qui se sont passées là dans précédemment, elles se passent quand? Bon, j'ai déjà l'impression d'être perdu après 30 secondes d'épisode. 30 secondes. Parce que je me suis dit, là, les images là qu'on voit dans le précédemment, si ça se trouve, en fait, elles existent peut-être, mais dans la série Demain nous appartient. Que je n'ai pas vu du coup. Ou peut-être pire encore, elles n'existent pas du tout, et elles font partie de l'épisode pilote. Et ben heureusement que j'ai de l'alcool avec moi, parce que nous avons encore un long chemin à faire. Attaquons l'exercice, si vous le voulez bien. Maxime, donc, notre personnage principal, va devoir passer le concours à l'entrée de l'institut, où les places se font rares et où la concurrence, nous dit-on, est rude. Nous faisons la connaissance de plusieurs personnages, les concurrents, le corps enseignant, le chef d'établissement, les élèves de première année, les élèves de seconde année, les seconds des enseignants, les... Bon, je l'avais déjà dit en début de vidéo, mais je vais le répéter, il y a beaucoup de monde. Il y a trop de monde, et direct, ça m'emmerde. Il y a trop de monde qu'on essaye de me présenter comme ça pour que j'ai de l'empathie pour eux. Ça fait beaucoup trop d'informations à prendre en face comme ça, là. Tu vas te calmer, espèce d'hostile niaiseux. T'imagines un petit peu si dans Game of Thrones, on t'avait balancé tous les noms des personnes dans Westeros comme ça, dès le début? Bonjour à toi, Robert Baratheon, fils de Stéphane Baratheon, frère de Stannis Baratheon,
dont la femme est Cersei Lannister, elle-même fille de Tywin Lannister, elle-même sœur de Jaime et de Tyrion Lannister, elle-même mère de Joffrey, de Myr... Et puis par ailleurs, je peux pas m'empêcher de penser à quelque chose quand je vois ce genre de série avec tous ces jeunes. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à ces séries pour ados où on te fait miroiter que quand tu iras en études supérieures, tu vas vivre le meilleur moment de toute ta vie. Ouais, c'est une espèce de philosophie de boomer où ta vie est rythmée un petit peu par les paroles de Laurie qui nous dit qu'à 20 ans, rien n'est impossible. Quelle ramassis de conneries. Bah pour être franc, tu veux que je te dise, ce genre de séries-là, elles étaient mieux avant. Pourquoi ? Pour une raison toute simple, elles se prenaient pas au sérieux. Pas dans le sens ils faisaient n'importe quoi avec leur œuvre, mais dans le sens où les sujets traités n'avaient pas pour vocation à être des impératifs. Ce n'étaient que des sujets, lancés comme ça, à l'emporte-pièce, et au fur et à mesure d'une écriture libre mais sérieuse, on finissait par faire des séries divertissantes et sympas. Là, ça se sent comme un coup de poing dans le bas-ventre que les sujets, ou en l'occurrence les traits de personnalité de chaque personnage, ils sont venus avant même qu'on ait réfléchi à quoi que ce soit d'autre concernant la série. Ils ont peut-être même réfléchi aux impératifs d'écriture avant de penser de quoi allait parler la série en elle-même. C'est pourquoi on a un mec au tempérament de Gogol qui nous sort des phrases de ce genre. Bon, allez, on bouge, on enchaîne. Allez, voilà. Merci. Delobel, Greg Delobel. Oui, je sais, comme le chef étoilé, c'est mon père. Elle va s'en remettre, la demoiselle, ou... Oh oh, tu l'as choqué. Ou encore que nous ayons une personne malvoyante, ostensiblement, qui entre également à l'Institut. On parlera de ce personnage plus en détail dans l'épisode 3 pour sûr, mais pour l'instant, reprenons le fil de l'histoire si vous le voulez bien. Et malgré moi, bien que je ne le veuille pas, il va falloir que je vous dise qui est qui. Parce que vu qu'on a été balancé comme ça, direct dans l'histoire avec les gens, on ne sait pas. Et puis on ne sait pas, et puis si je ne vous le dis pas, et vous ne pourrez pas suivre, vous ne comprendrez rien à ce que je vous raconte. Donc, faisons un petit résumé de qui est qui. Nous avons donc Maxime Delcourt, fils de Chloé, qui visiblement a fricoté avec Salomé Dequins pendant un stage avant sa rentrée à l'Institut. Salomé, elle, est fiancée à Louis Guinaud, fils de Claire Guinaud. Claire Guinaud étant une des enseignantes à l'Institut Auguste Armand. Parmi les autres enseignants, nous pouvons compter Clotilde Armand, fille d'Auguste Armand, femme de Guillaume Deveau et mère de Jérémy Deveau, élève à l'Institut. En tant qu'enseignant, nous avons aussi Lisandro, enseignant du service en salle, et Emmanuel Tessier, enseignant en pâtisserie. Mari de Constance Tessier, père de Théo et Charlène Tessier, tous deux élèves à l'Institut. Emmanuel Tessier est à la tête d'une petite brigade composée d'élèves de seconde année, à savoir Noémie, Enzo et Anaïs. Noémie et Enzo entretenant une liaison et Enzo et Anaïs étant officiellement en couple. Au niveau du personnel de l'Institut, nous pouvons aussi compter Rose Latour, fille d'Auguste Armand, chargée de l'administration, et son compagnon, Antoine Myriel, directeur d'établissement. Enfin, dernier personnage, nous avons dans la promotion de Maxime, Elliot, Hortense, Célia, Greg, Mehdi, Lionel, Ludivine, Loane, Elodie et 15 autres élèves dont tout le monde se fout. Parce que oui, c'est super dur d'entrer à l'Institut, il n'y a que 25 places. Exceptionnellement pour cette promo, il y en a 26, mais pour le coup, les 15 autres élèves, on s'en branle. J'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne, là, ça ne va plus. Il faut que je m'arrête 2 secondes. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas si bien, monsieur Stark. Ah bon donc, il y a beaucoup de monde, hein. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir ici, on ne sait jamais, parce que quelquefois que vous sauriez pas qui fait quoi dans qui fait quoi comment, n'hésitez pas à revenir ici, comme ça vous saurez les histoires, hein. Bon allez, on continue. C'est donc le début de l'année. Les nouveaux arrivants se voient assister à un discours des chefs d'établissement. Nous avons de nouvelles cuisines, flambant neuves, un nouveau proviseur, monsieur Myriel. Flambant neuf également. Ceux qui intégreront l'Institut auront l'occasion de les croiser. D'ici là, ne me demandez pas où sont les toilettes, je suis comme vous, plus mauvais.
Alors d'abord con, hein, con comme Emilien par exemple. Quelques blagues tordantes plus tard, les embrouilles commencent véritablement à 5 minutes 40 qu'Antoine, est en train de parler. Surtout, amusez-vous. Je sais que l'entretien d'entrée est difficile, mais vous savez quoi? Je vous envie. Et contrairement à moi, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Ah si, on a quand même un point commun, je peux t'essayer pour la rentrée. Et j'ai trouvé une citation pour vous. La plus belle réussite de la cuisine, c'est de remplir des estomacs avec de l'imagination. Nous voyons donc Noémie, que nous nommerons Colette, parce que je suis désolé, mais elle fait un parfait cosplay de Colette dans Ratatouille, qui est en train de voir une femme en train de se scarifier. Une chose que ne manquera pas de remarquer Emmanuel Tessier, le chef de brigade de la section pâtisserie et lui-même enseignant en pâtisserie. C'est prêt? Oui, j'ai bientôt fini. Laisse, tu verras ça après. Oui. Tout va bien? Oui. Tu es pas perturbé? Un petit peu, si. Ça va faire un an, donc forcément j'y pense. Mais ça va aller, vous inquiétez pas. Pourquoi je m'inquiéterais? Non, je sais pas, pour rien. J'ai une raison de m'inquiéter? Non. Tu es pas en train de craquer alors? Non. Non, fatigué je suis. J'y pense, mais c'est tout. J'espère. Si tu parles, je te fais passer pour folle et tu finiras en HP. Ça se fait encore, la camisole de force? Plusieurs choses ici. D'abord... Les méchants. Ensuite, j'aimerais m'attarder sur une chose. Dans une vidéo précédente, j'évoquais le fait que la richesse du vocabulaire en français faisait en sorte que c'était l'une des plus belles langues du monde, si ce n'est peut-être la plus belle. Parce que la richesse d'une langue fait en sorte que son utilisateur le pousse à une certaine subtilité. Lorsqu'on s'essaie à l'écriture, et qu'on veut, par exemple, je ne sais pas moi, écrire un poème, un recueil de poèmes sur, disons, la couleur rouge, on se rend bien vite compte que si on ne connaît que le mot rouge, on tourne très vite en rond. Mais dès lors qu'on connaît plusieurs mots qui font référence à différentes teintes de rouge, le pourpre, le carmin, le vermillon, l'ocre, l'écarlate, le vermeil, tout de suite, en termes de sonorité, en termes de richesse linguistique, on atteint des sommets de subtilité. Alors, quand on oublie que les mots peuvent être maniés dans une certaine forme d'art, ça donne ça. Je me demande s'il faut encore les camisoles de force dans les HP. Ah mais accrochez-vous, hein, parce que les dialogues, ça va être ça tout le temps. Vous croyez sûrement que je chipote pour rien, mais il faut se dire que cette qualité de dialogue reste inchangée quasiment tout du long de la série et ça nuit énormément à son appréciation. Je veux dire, quelques temps après, toujours dans l'épisode 1, on a Salomé qui rencontre son fiancé Louis et qui l'embrasse avec nonchalance. Hey, tu crois que tu vas où comme ça? Mieux que ça? C'est quoi ce bisou? Bah rien, je sais pas. C'est quoi ce bisou? C'est quoi ce bisou? Mais ça viendrait jamais à l'idée de qui que ce soit qui veut écrire des dialogues qui se veulent réalistes, d'écrire ça. C'est quoi ce bisou? Je sais pas, si tu veux, moi je me mets en situation, tu vois, c'est ce qu'il faut faire quand on veut écrire des dialogues. Il faut se mettre en situation et se dire, qu'est-ce que je pourrais dire là?
Ou mieux encore, qu'est-ce que j'ai déjà pu dire dans le passé dans ce genre exact de situation? Parce que là, cette série-là, qui se veut réaliste, la fiction, le terme de fiction n'est utilisé que pour... ça n'est qu'un prétexte pour pouvoir parler de thèmes actuels et de société. Si tu veux avoir une histoire réaliste, tu fais appel à des éléments du réel. Typiquement, là, on va faire un jeu. Toi là, tu regardes, tu vois, toi qui regardes là. Je vais te poser une question, tu mets pause, tu réponds à la question, et on voit ce que ça donne, d'accord? Donc voilà, la question c'est, dans ce genre de situation, petit a, qu'est-ce que je dis exactement? Qu'est-ce que tu dirais, toi, exactement, dans ce genre de situation, si tu venais à vouloir embrasser une personne et qu'elle te rejette? Voilà. Donc voilà, là, c'est la fin de la pause. T'as mis ta réponse. Maintenant, je te donne la mienne. Dans ce genre de situation, je dirais, qu'est-ce qu'il y a? Tout simplement, qu'est-ce qu'il y a? Ou encore, parce que c'est une personne, si tu veux embrasser une personne, quand même, c'est qu'il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de la romance. Si c'est une personne avec qui je m'acoquine, je dirais, ça va pas. Ou, encore pire, dépendamment de la personne et dépendamment du temps qu'on a passé ensemble, je lui dirais, bah vas-y, dis-le si je pue de la gueule, tu vois, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre du réel qui fait qu'on s'accrocherait à la chose. Mais là, le mec, il te sort un truc, c'est quoi ce bisou? Y'a quoi de bisou? Je comprends pas. C'est ridicule. Enfin bon, le souci de cette dissonance entre réalisme et fiction, comme je l'ai déjà dit, il est présent tout du long de cette série. Toujours dans l'épisode 1, on n'a pas bougé, on a un des membres de l'institut qui parle avec un professeur. Ce professeur étant en retard et n'ayant pas daigné prévenir ses employeurs, il continue d'être désobligeant en étant au téléphone, et la situation s'envenime. Je ne pouvais pas, je suis désolé. Je te demande pas ça. Arrête de déformer. Tu te moques-tu du monde, là? Raccroches-tu de immédiatement? Oui, une seconde. Gaël, arrête. Non, je dois raccrocher. Mais ça suffit, là, tout de suite. J'expliquerai tout ça au chef Armand. Parce que tu crois-tu que tu me dois pas d'explication, et moi? Eh ben non. Lisandro! Écoute, je t'appelle dans une heure. Ça suffit, là, tu sais que je suis professeur adjoint, tu me dois des explications? Putain! Non mais attends. Putain! Non. Attends. Putain! Voilà, c'est ça! C'est ça qu'ils ont fait! C'est ça qu'ils ont fait pour obtenir le bruitage! Le bruitage d'un coup de poing en pleine figure! Bande de mous du zob! Et sérieusement, des exemples comme ça, il y en a à la pelle. Je vous en redonne un, juste avant de retourner à la trame principale, mais regardez, au bout d'un moment, à la fin d'un épisode, lors du cliffhanger, lors de la fin à suspense, on a Salomé qui décide de s'enfuir pendant un temps. En effet, son idylle avec son fiancé et son amant est trop compliquée pour ses petites épaules. Aussi laisse-t-elle une petite lettre à son amant, pas le fiancé, bien sûr, pour lui dire « je m'en vais ». On la voit donc se tenant devant les marais salants de la petite Camargue, et on l'entend en voix off. Maxime, je t'écris parce qu'il faut que je sois honnête avec toi. Je ne peux plus garder ça pour moi. Je t'aime, Maxime. Je t'aime depuis le premier regard. Tu resteras une de mes plus belles rencontres et un de mes plus grands regrets. C'est pour ça que je ne peux pas me marier avec Louis. Je l'aime aussi. Mais il ne mérite pas ça. Il fallait que je parte. Même si ça doit détruire ma vie. Je te souhaite de devenir un grand cuisinier. Je n'ai aucun doute là-dessus. J'espère qu'un jour, tu rencontreras une fille que tu aimeras. Et qui t'aimera. Et qui te rendra heureux. Ça me déchire le cœur que ce soit pas moi. Mais tu le mérites tellement. Je t'aime. Elle va où la dame?
Elle va où, la dame? Non mais je sais, ça fait des jolies images, hein. Ah bah oui, c'est joli. On survole comme ça en drone les différents marais salants du Gard. Ah bah oui, peut-être est-ce le salin d'Aigues-Mortes ou encore le salin de Giraud. Je ne sais pas. Ça fait des jolies images, hein. Ça met bien en avant la région, hein. On dira merci aux subventions, mais elle va où, la dame? Non parce que elle va traverser comme ça, là, elle va traverser la baie à marée basse, elle va démarrer une nouvelle vie, elle va foutre en l'air ses bottines avec de l'eau salée et du sable, parce que je peux vous le dire, hein, l'eau salée des marais salants, là, c'est bien poisseux comme il faut, elle va foutre tout ça en l'air, juste pour aller de l'autre côté. Alors qu'elle aurait pu faire le tour. Pourquoi elle traverse à marée basse comme ça, la baie? Elle va faire du stop en bateau? À marée basse? Non mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal qu'elle s'en aille maintenant, la dame, parce que bon, elle est jolie. Ah bah oui, elle est jolie, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est con. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'elle est allée nulle part. T'aurais pensé qu'elle se serait arrêtée dans une cahute quelque part, mais non! On la retrouve en plein milieu de la baie, toujours à marée basse, le lendemain, et elle s'est juste changée entre deux. Eh Mimine! Quoi? Mimine, viens voir! Je peux pas, je suis occupée. Viens voir, je te dis! Je peux pas, je suis occupée. Il y a une fille dans les marais salants. Quoi? Il y a une fille dans les marais salants. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Bah, je sais pas, elle bouge pas. Peut-être qu'elle va pas bien. Bah qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu veux que j'appelle les pompiers? Bah, elle est debout, Ouais? donc elle va bien. Ouais. Tu veux que j'appelle la police? Tu crois qu'ils vont venir pour une fille qui bouge pas dans les marais, peut-être? Ouais. Oh putain. Quoi? Elle se fout à poil. Quoi? Non, rien. On la retrouve comme ça, plantée là, comme ça, le lendemain, toujours à marée basse, complètement changée de la tête aux pieds. Non mais je comprends qu'on fasse des ellipses, on n'est pas obligé de tout raconter à l'histoire, quand même, c'est logique. Mais elle s'est pas arrêtée. Elle s'est pas arrêtée en plein milieu, comme ça, en plein milieu, au début de la nuit, comme un putain de robot qui marche à l'énergie solaire. Faut nous mettre un petit peu de contexte, quand même. Enfin bref, ce souci de réalisme, il entre en contradiction avec le fait que la série soit une fiction. Et c'est une chose que les gens vont vous sortir, ça, c'est... Mais c'est une fiction, c'est une histoire, c'est pas censé être véritablement vrai. Mais le problème, c'est que c'est pas moi qui pousse le réalisme dans l'histoire. C'est pas moi qui fait en sorte que quand on parle des marais salants du Gard, on mette une photo de Google Maps en avant. Si tu fais en sorte que ton histoire soit aussi réaliste, tellement réaliste qu'on met en scène des situations qui font appel à des événements du réel, comme les événements sociaux actuels, tu peux pas faire en sorte que tous les autres événements liés à l'intrigue sortent d'un chapeau magique. Typiquement, pour revenir à l'intrigue principale, on a, à la fin de l'épisode 1, le méchant, en la présence du personnage d'Emmanuel Tessier, qu'on appellera par commodité Vincent Cassel, qui va rendre visite à Colette. Colette est dans un délire assez bizarre où elle renifle des habits, et voilà ce que Vincent Cassel lui dit. La porte était ouverte. Je m'inquiétais. Ah bah ça va beaucoup mieux à ce que je vois. Ça va aller. Qu'est-ce que c'est ça? Non, laissez ça, s'il vous plaît. Non. Vous avez pas le droit, arrêtez.
Tu oublies tout ça. Sinon, je te fais regretter d'être sorti de l'utérus de ta mère, tu comprends? Tu vois, je réfléchis. Je sais, hein. J'essaie de faire de mon mieux. Mais je m'ennuie quand tout devient sérieux. Cette série, qui dans sa dénomination est une fiction, se veut ultra réaliste. Quel genre de moyen de pression ce Vincent Cassel du pauvre, il peut avoir? Tout en gardant en tête qu'il ne faut pas que ce soit trop irréaliste non plus, ou que les éléments qui ont fait vriller la Colette, là, ce ne soit pas trop non plus tiré par les cheveux. Parce que tu te doutes bien que si c'est de l'ordre de sévices corporels ou de tortures faites en mode KGB dans un sous-sol sale et peu éclairé, ça sera un petit peu trop pour l'histoire qu'on est en train de nous raconter actuellement. Je n'arrive pas à me défaire de l'idée que cette préfiguration outrancière m'annonce soit un retournement de situation ultra, vraiment trop intelligent à la mode Fight Club, ou ça va être une espèce de révélation comme ça, lancée à l'emporte-pièce, dans une scène totalement pompeuse, un véritable pétard mouillé qui nous sera révélé à la fin de la saison. Enfin, à la fin de l'arc narratif, pardon. Mais bon, tu vois, on dit tout ça, mais il y a quand même un moment qui m'a fait rire. Franchement, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer mon moment favori. Sur 18 épisodes, c'est le pinacle. C'est la quintessence de cette absurdité dans le discours. Je vous le montre. Non, arrête, j'aime pas quand tu fais ça, on dirait que tu vas bouffer tes doigts. J'ai plus rien, je stresse. Qu'est-ce que tu fous? Je crois que je vais vomir. T'es ouf, tu vas pas vomir ici, tu veux nous ficher devant tout le monde ou quoi? S'il y en a une de nous deux qui doit flipper, c'est moi. Hey, tu files un kiwi? Ouais. Mais bordel! Qui appelle quelqu'un comme ça? Et c'est même pas, elle l'appelle. Oh pardon, je suis désolé. C'est même pas, elle l'appelle pour pouvoir faire en sorte que, tu sais, elle prenne un kiwi pour le donner à sa pote. Oh, sa pote, en plus, avec ses magnifiques talents d'actrice qui est en train de nous faire croire qu'elle a un malaise. Non, c'est même pas, elle veut prendre le kiwi pour le donner à sa pote. Non, c'est parce qu'elle veut le bouffer. L'autre, il s'est pris des kiwis pour lui, et puis l'autre, elle est là. Eh, tu files un kiwi? Et l'autre, il dit ouais. Ça fait même pas un jour qu'ils sont en établissement. Je suis sûr, elle connaît pas son prénom, rien, elle s'en fout. Hey, tu files un kiwi? Putain. Oh là là, les scénaristes, ils ont aucune putain d'idée de comment faire interagir les personnages entre eux. Ah, mais vous auriez dû engager Mosinor, hein. Si c'est pour faire un truc pareil, vous auriez dû engager Mosinor. Eh, monsieur, vous auriez pas un kiwi, s'il te plaît? Monsieur, vous auriez pas Un kiwi? s'il vous plaît? Non. Oh, faut se calmer. Ah non, faut se calmer parce que bon, faut continuer quand même. Oh la vache. Ah putain. Bon bref, voilà. Ça, c'était mon moment favori. Oui bon, allez, c'est bon, ça va, c'est bon. Mais qu'en est-il de l'histoire, hein? Si on pouvait continuer s'il vous plaît, ce serait sympa.
Les épreuves commencent. Le méchant est méchant. On nous met en avant que Louis, le fiancé de Salomé, a quand même pas mal de problèmes à maîtriser son zizi. Et on retrouve Maxime en cuisine. Oh, mais t'as voulu me cramer là ou quoi? J'ai pas fait exprès. Putain, mais c'est brûlant, t'imagines si je l'avais reçu sur les mains? Qu'est-ce qu'ils ont à chialer, les deux puceaux? Chef, il m'a fait tomber la casserole sur le pied. Mais c'est un danger public, ce gars. Tu l'as fait exprès, en fait. N'importe quoi. Vos gars, là. Tu veux aller en infirmerie? Vas-y, mais c'est un aller simple. Non, c'est bon, chef. Alors? On n'est pas foutu de tenir une casserole? Je me suis juste... Je t'ai demandé une explication. Alors, j'aime Cauchemar en cuisine comme tout à chacun. Après avoir vu plusieurs émissions, je me suis bien rendu compte que, effectivement, il fallait obéir à une certaine discipline sous peine de foutre tout en l'air dans la cuisine, dans la restauration, etc., etc. Mais la plus grosse arnaque, quand même, de ce genre d'émission, Masterchef, Top Chef, Le Petit Chef, c'est de nous avoir fait croire que cette rigueur au travail dans la restauration, elle est comparable à l'entraînement militaire. Quel culot! Quelle indignité, comme l'a dit un grand homme. Attention, je ne minimise pas le travail des gens dans le milieu de la restauration. Surtout, vu toutes les histoires que j'ai pu entendre de mes amis et autres, c'est quand même un endroit où le stress de ces gens est constant. Mais bon, tu vois, quand je vois ce genre d'émission, et qu'on me fait croire qu'en fait, on va aller envahir le reste du monde avec des éclairs au chocolat, bon, j'ai envie de dire, relativiser. C'est pas trop mal quand même. Donc quand j'entends ce genre de discours militaire, quand je vois ça, Bonjour, chef. À propos de Noémie, il est arrivé quelque chose. J'espère bien qu'il est arrivé quelque chose. Elle a déserté son poste le jour d'un mariage. j'ai envie de dire, putain, la cuisine, c'est pas la guerre. On ne déserte pas son poste en cuisine. Quand on est dans un institut, quand on est élève et qu'on ne va pas à l'école, on sèche. On fait l'école buissonnière. Mais on ne déserte pas. Les déserteurs dans l'armée, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on les retrouvait et on les descendait sommairement. Si on avait plusieurs, on les mettait tous en rang et c'était paf, 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 une balle dans la tête à chacun. C'est ça la désertion. La cuisine, c'est pas l'armée. La cuisine, c'est pas la guerre. Donc celle-là, elle est gratuite, elle est pour vous. Allez vous faire foutre avec votre usage du langage militaire. On reprend l'histoire. Les épreuves se passent, quasiment tous les personnages qu'on nous a mis en avant en début d'épisode sont super forts en cuisine, et on réussit les premières épreuves, et Maxime, qui n'en peut plus de souffrir du silence de Salomé, va chez elle et demande à la voir. Salomé, est-ce que tu veux venir? Ouais, j'arrive. Elle arrive. Merci. Salomé va se marier. Avec Louis la saucisse. Alors qu'il n'y a pas quelques semaines, elle fricotait avec Maxime. C'est l'épisode 1 d'une série, et il ne s'est passé qu'une seule journée, et encore, si on y réfléchit bien, il s'est à peine passé 10 heures. Ça fait beaucoup d'informations en seulement 28 minutes? C'est pas fini! Ce premier arc narratif va essentiellement se construire autour de ces deux trames. Alors que Vincent Cassel va devoir gérer les crises existentielles de sa seconde, de l'autre côté, on va suivre la triplette amoureuse entre Salomé, Maxime et Louis la saucisse. Et l'histoire aurait pu être incroyablement intéressante si elle n'était pas jouée avec le cul. Car oui, chose intéressante, tous les gens qui jouent dans cette série sont dirigés de telle sorte à ce que leur jeu d'acteur soit monolithique, soit dans le non-sens absolu. Typiquement, et à plusieurs reprises, on a Francis Huster qui nous fait part de ses grands talents d'acteur, et vraiment, je me demande qu'est-ce qu'on a bien pu lui dire en termes d'intention de jeu avec chaque prise de parole, parce que le pauvre, mais il est à l'ouest à chaque fois qu'il apparaît à l'écran.
Ok, alors Francis, là on veut que tu la joues subtile et empathique, comme un père qui s'adresse à sa fille. Il faut que ça soit chaleureux. Tu vois, Salomé. Plus je te vois et plus je me dis que t'es une jeune fille admirable, talentueuse, forte, équilibrée. Et pourtant, t'as pas eu une vie facile. Ok, alors Francis, on a dit subtil et empathique comme un père. Pas le tonton bizarre, transpirant de libido et prêt à sauter sur tout ce qui bouge comme un pervers. Ok, alors Francis, ici, on veut que tu nous la joues énervée. On veut voir de la colère et de la rage, d'accord? Clotilde, Je te préviens, papa, t'as intérêt à bien réfléchir avant de prendre une décision. Ok, alors Francis, on n'y croit pas une seconde et on aimerait que tu foutes pas en l'air les accessoires, ok? On a que cette casserole-là pour toute la série, on aimerait qu'elle dure jusqu'à la fin. Ok, alors Francis, rappelle-toi, on a dit un papa gentil et chaleureux. Laisse un peu le sexe de côté, s'il te plaît. Je suis désolée. si un jour tu peux te faire désirer, c'est bien, je suis là. Comment tu te sens? Un peu nerveuse. En tout cas, t'es magnifique. Merci. Ok, alors Francis, je commence à croire que tu nous l'as mis à l'envers et que t'es pas vraiment acteur. Vous pouvez l'écarter de l'actrice, s'il vous plaît? Ok, alors Francis, c'est la dernière scène de la journée. Je t'avoue qu'on s'en fout un peu, mais essaie d'y mettre un peu du tien, s'il te plaît. Il faut nous faire croire que tu ne sais rien et que tu ne couvres pas Emmanuel Tessier, d'accord? Il faut que tu paraisses sincère, pas louche. J'étais surprise qu'elle abandonne pas son poste avant. Noémie était une fille dérangée, dépressive. Emmanuel est peut-être très exigeant avec les élèves, mais il n'a rien à voir avec son suicide. J'essaie de le mêler à ça. Très bien. On peut aussi raconter qu'il a des rapports hyper sains avec tout le monde, si tu veux. Je veux simplement qu'on lui foute la paix. Ok, alors Francis, c'est une fin de tournage pour toi. Ah, bordel, mais quel enfer de travailler avec des vedettes. C'est ceux qui touchent le plus, c'est ceux qui en foutent le moins. Ah, je veux plus le voir sur un plateau, bah il faut qu'il se casse. T'es beau dans ce costume. Très élégant. Ok, alors Francis, c'est super ce que tu fais, surtout change rien. Francis? Francis? Tous les deux. Oh, mais dites pas qu'ils sont endormis, ce con! Et encore, Francis Huster, c'est pas un cas isolé. On a bien sûr Vincent Cassel qui, à chaque fois qu'il apparaît, nous fait des rééditions de La Haine. Alors vous êtes satisfait du résultat? Pour vous, c'est à la hauteur d'un mariage à l'Institut. Tiens, je trouve qu'il est beau. C'est peut-être beau dans la cité pourrie d'où tu viens, mais ici on a plus d'exigences. Vous avez vu comme il est méchant, le méchant? Il a dit des clichés sur les jeunes de cité à un noir. Oh là là! Oh, il est méchant, le méchant! Oh! Oh! Tu sais qu'ils font peur, nos enfants, le matin? D'accord, on peut parler encore de toi. Tessier est accro à la cocaïne, vous l'admirez toujours? Pourquoi il dit ça? C'est une connerie, hein? Mais évidemment! Ce corbeau serait prêt à faire n'importe quoi pour salir ton père. Tu dis rien. C'est vrai ou pas? Mais je sais pas, t'en penses quoi, toi? Tu les 3 lignes d'un boutonneux qui se cache derrière son écran, et toi tu cours? Mais non, elle sait que c'est de la pure invention. Moi j'ai pas l'impression, moi. Pour toi c'est crédible? Et le prince charmant, t'y crois aussi? Non, c'est bon. Le méchant... Le méchant... Il est méchant même avec ses enfants. On a également Maxime, qui n'a véritablement qu'une seule intention de jeu durant toute la saison, à savoir qu'il fait acte de contrition pour tous les péchés du monde, tant et tant que ça se transforme en constipation.
Je sais que je fais plus partie du concours, mais j'aimerais quand même vous présenter le plat que je devais cuisiner hier. Eh ben, fallait faire hier. Le règlement formel. Tout candidat qui a abandonné l'épreuve est éliminé. Je vous demande pas de récupérer ma place. Je veux juste sortir ce plat. Pourquoi? Parce que j'ai pas pu montrer de quoi j'étais capable. J'ai abandonné mon coéquipier. Et je vous ai manqué de respect. Mais mon petit préféré, mon petit favori à moi, ça reste encore Frédéric Diffenthal. Celui qui joue Emilien. Antoine, pardon. Si vous voulez, le personnage de Frédéric Diffenthal dans cette série, du moins dans le peu de ce que j'ai vu, n'a qu'une seule utilité. Niveau personnalité, c'est inexistant. Niveau relation avec les autres personnages, à part le fait qu'il soit en concubinage, même pas marié, avec l'une des filles du fondateur de l'établissement, il n'a aucune relation qui évolue, tout reste placide. La seule fonction qu'il a, c'est d'être le déboucheur. Le personnage d'Antoine est un déboucheur d'intrigue. Il n'y a pas une seule scène où il ne pose pas de questions à d'autres personnages pour pouvoir faire en sorte que les différentes intrigues avancent. Donc le pauvre, tu vois, je me doute bien qu'en tant qu'acteur, lorsque ton personnage il a aucun autre but que de devoir poser des questions à tout le monde et tout le temps, au bout d'un moment, oui, ça doit être compliqué de se réinventer. Dans les différentes scènes où on le verra évoluer donc, Antoine Emilien posera des questions aux gens, et à chaque fois qu'il posera des questions aux gens, il se mettra en position, dirons-nous, de bobblehead. C'est quoi un bobblehead? Oh putain. C'est, en fait, un bobblehead, c'est les espèces de personnages, tu vois, qui ont un ressort à la place du cou. Et en fait, quand t'appuies et que tu relâches, ça fait comme ça avec la tête. Des images valent mieux qu'un millier de mots. Elle s'apprêtait à être dans la même promo. Ça fait quand même beaucoup de similitudes. Je suis bien d'accord, ouais. Mais cette fille, elle est jamais réapparue. Non, on l'a plus jamais vue depuis cette date. Elle a juste laissé cette lettre d'adieu. On est d'accord que les deux disparitions sont liées, non? Et tu penses que Noémie aurait choisi cette date en particulier pour se suicider? Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Une lettre que Noémie a déposée chez la mère d'Amandine, le 9 novembre. Le 9 novembre? Juste après sa disparition? Oui, je sais. C'est bon, vous avez d'autres questions à poser à Maxime ou il peut rentrer en cours? Non, c'est bon, allez-y. Allez, ça va aller. Vous l'avez cette lettre? J'ai une photo, mais ce que je voulais dire, cette lettre, Noémie l'aurait déposée la semaine dernière. Madame Delprat dit qu'elle l'a vue. J'adore. Et vous pensez vraiment que c'est ce qui lui est arrivé? J'adore, c'est génial. À chaque fois je l'ai vu, à chaque fois j'ai ri. L'histoire se continue et on commence à comprendre pourquoi cet arc narratif se nomme Le Corbeau. En effet, petit à petit, Vincent Cassel, qui visiblement n'est pas blanc comme neige, se voit être adressé des drôles de petits messages venant d'une personne se nommant Le Corbeau. Ce même Corbeau prendra donc à charge de mettre en évidence les exactions de Vincent Cassel. Tout le monde doute de l'identité du Corbeau, surtout que celui-ci prend même la peine de se créer un compte sur un réseau social, ce réseau étant Coolgram. Coolgram pour Instagram, je suppose. Oui, qu'est-ce que je dis, je suis con, je suppose. Bah non, pas du tout en fait, c'est Instagram parce que même les élèves le disent. Le Corbeau annonce qu'il va faire savoir que le professeur est un enfoiré en postant des stories, des vidéos courtes sur Coolgram. Petit à petit, de nombreuses péripéties surviennent. Le mariage de Salomé et de Louis, les escapades amoureuses d'Eliot et Hortense, les escapades amoureuses de Jérémy et Célia, les escapades amoureuses de Noémie et Enzo, les escapades amoureuses d'Anaïs et Enzo, les escapades amoureuses de Vincent et Clotilde. Et je me demandais, la fille d'Auguste Herman, elle travaille toujours ici? Clotilde, oui. Elle est professeure de cuisine, et puis c'est aussi ma... Guillaume! On causait de toi, justement. Ma femme, Clotilde, je te présente Vincent, le fils de Diego Guessa. Oui, je sais. Ah, vous vous connaissez? On était au lycée ensemble. Oui, mais il y a une éternité. Tout le monde se connaît, tout le monde se tire la bourre, tout le monde met la main au paquet à tout le monde, c'est un enfer. Oh,
Attends. Attends, je viens d'avoir un flash. Ouais. Combien tu veux parier? Attends, faut que je t'explique. On est bien d'accord que là, la brune et le maître sel, ils sont respectivement mère de Jérémy et père de Célia. Combien tu veux parier? Parce que là, je sais pas, tu vois, à l'heure actuelle, je regarde la série, j'en sais rien. Je regarderai après. Combien tu veux parier que le fils de la brune, c'est pas le fils du maître Cuck qui s'est pris une patate tout à l'heure, c'est le fils du maître sel. Et combien tu veux parier que plus tard dans la série, on va te faire en sorte que les deux là qui se la donnent derrière les rideaux là, en fait ils sont demi-frères et demi-sœurs. Tu veux parier combien? J'en suis sûr. Si c'est pas ça, le chapeau je le mange. Obligé. Tout le monde fait la bête à dodo avec tout le monde donc, mais c'est plus trop la joie pour Colette. En effet, cette dernière met en scène son suicide et fait exprès d'appeler son chef de brigade, Vincent Cassel, pour que celui-ci vienne actionner le mécanisme qui la tuera. Manque de peau, en plein débordement pendant le mariage, c'est Maxime qui y sera envoyé et c'est lui qui actionnera le mécanisme. Il tentera de sauver la pauvre Colette, ira jusqu'à l'Institut pour acquérir de l'aide, mais reviendra pour ne retrouver personne. Colette a disparu. Les messages du corbeau se continuent et la recherche de Colette fait l'objet de recherches intensives. Jusqu'au jour où Maxime surprendra Vincent Cassel à renifler la terre du potager. Avec l'aide d'Emilien, Maxime et lui vont creuser pour retrouver le corps d'une jeune femme enterrée. On découvrira également que Colette est toujours vivante, qu'elle est dans un sale état, et que c'est elle qui est le corbeau. Elle est aidée dans sa rémission par Enzo, qui fait savoir à Maxime que Colette est toujours vivante. Colette révélera à Maxime qu'en réalité, Vincent Cassel était tellement méchant que sa copine de toujours, la personne qu'on a vue dans les premiers flashbacks, s'est en fait pendue à cause du harcèlement moral du chef pâtissier. Colette s'est vue être obligée par Vincent Cassel d'enterrer le corps de son ami dans le potager et depuis ne peut plus supporter ce fardeau. C'est dans un cours en extérieur que le corbeau Colette décide de confronter son oppresseur devant toute une foule complètement abasourdie. Après cette intervention à la Batman de Colette, nous apprenons enfin la vérité. Vincent Cassel est un odieux personnage. Et voilà. C'est la fin de ce premier arc narratif, le corbeau. Vous vous doutez bien que je vous ai peint un portrait assez large de la chose, j'ai omis certains passages. Mais ne vous en faites pas, ces certains passages, nous allons les traiter dans nos prochains épisodes de notre saga de l'été. Outre le fait que je vais développer sur d'autres aspects de la série dans nos prochains épisodes, j'aimerais vous faire un léger compte-rendu de mon appréciation après le visionnage de ces quelques épisodes, sans pour autant que ça ne soit la conclusion de notre saga de l'été. J'avais écrit dans mes notes qu'à chaque fin d'épisode, je me sentais lourd. Lourd comme Céline le décrivait. Une lourdeur de l'esprit, une bassesse intellectuelle qui prend au cerveau, qui réussit à nous rendre lourds physiquement. J'ai regardé 8 heures de cette série, et pourtant, avec la dose d'informations qui y réside, j'ai l'impression d'avoir regardé un mur blanc pendant 100 ans. Il s'est passé une multitude d'actions en l'espace de 18 épisodes, et pourtant, j'ai l'impression de n'avoir assisté à un concert de pianiste où celui-ci appuierait sur une seule note, sans discontinuer pendant 4 heures d'affilée. À la fin du visionnage de l'épisode 18, je me suis senti délivré d'un poids. Et véritablement, j'ai du mal à comprendre comment on pourrait regarder ce genre de série avec assiduité. À mes yeux, ce genre de série, ce n'est pas le genre de série qu'on regarde une fois toutes les tâches qu'on a à faire effectuées. C'est le genre de série qu'on laisse tourner en fond, lorsqu'on a fini sa journée de travail et qu'on veut avoir un accompagnement sonore pour nous aider à faire à manger, ou pour faire des tâches ménagères. Parce que le type même de cette série, c'est celui de la telenovelas. Un genre de série télévisuelle à petit budget qui vient en fin de journée et qui occupe avec beaucoup d'attention les personnes âgées. Petit budget, dans le cas présent, ça reste discutable. 40 millions d'euros pour la seule saison 1, c'est déjà pas mal. 40 millions d'euros pour 215 épisodes, on est d'accord. Mais ça fait 185 000 € l'épisode. 6 500 € la minute.
pendant 1 minute de cette série, on a le travail de 4 smicards en 1 mois. Pour une telenovelas avec une qualité d'écriture aussi médiocre, avec une qualité de jeu d'acteur aussi médiocre, pour moi ça ne les vaut pas. Alors oui, ça aura fait travailler des intermittents du spectacle. Mais c'est bien la seule consolation que j'ai au sortir du visionnage de cette série. Et malheureusement pour moi, je ne suis pas partisan du moindre bien. Dans les prochains épisodes de notre saga, nous allons nous pencher sur les problèmes liés à la narration et sur le fait d'avoir un cahier des charges dans les productions audiovisuelles. Vous l'aurez compris, c'est la fin de l'épisode 1 de notre saga de l'été. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rétribuer cette vidéo d'un j'aime. Vous pouvez aussi mettre un je n'aime pas, de toute façon, on ne les voit plus. Donc, dans tous les cas, moi ça me fait du référencement. Dans tous les cas, mettez-moi un petit commentaire aussi pour me savoir si cette nouvelle édition de la saga de l'été vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour la suite, pour l'épisode 2. D'ici là, portez-vous bien. Salut!